perdant leur argent par le savoir-faire de ceux contre lesquels ils jouaient, sortaient avec des contenances moins joyeuses que celles qu'ils avaient en y entrant. Les joueurs prudents, qui ne mettent point leur fortune au hasard du jeu et qui jouent pour faire profiter leur talent, ne purent cacher à la belle leur tour d'adresse. Elle eût voulu avertir les parties souffrantes du tort qu'on leur faisait, mais éloignée d'eux de plus de 1000 lieues, elle ne le pouvait pas. Elle entendait et remarquait tout très distinctement, sans qu'il lui fût possible de leur faire entendre sa voix, ni même d'en être aperçue. Les reflets qui portaient jusqu'à elle ce qu'elle voyait et ce qu'elle entendait n'étaient pas assez parfaits pour rétrograder d'eux-mêmes. Elle était placée au-dessus de l'air et du vent, tout arrivait jusqu'à elle en pensant. Elle y fit réflexion, c'est ce qui l'empêcha de faire des tentatives inutiles. Il était plus de minuit avant qu'elle eût pensé qu'il était temps de se retirer. Le besoin de manger eût pu l'instruire de l'heure, mais elle avait trouvé dans sa loge des liqueurs et des corbeilles remplies de tout ce qu'il fallait pour une collation. Son souper fut léger et court. Elle se pressa de se coucher. La bête s'aperçut de son impatience et vint simplement lui souhaiter le bonsoir pour lui laisser le temps de dormir et à l'inconnu la liberté de reparaître. Les jours suivants furent semblables. Elle avait en ses fenêtres des sources intarissables de nouveaux amusements. Les 3 autres lui donnaient, l'une le plaisir de la comédie italienne, l'autre celui de la vue des Tuileries, où se rend tout ce que l'Europe a de personnes plus distinguées et des mieux faites dans les 2 sexes. La dernière fenêtre n'était pas la moins agréable. Elle lui fournissait un moyen sûr pour apprendre tout ce qui se faisait dans le monde. La scène était amusante et diversifiée de toutes sortes de façons. C'était quelquefois une fameuse ambassade qu'elle voyait, un mariage illustre ou quelques révolutions intéressantes. Elle était à cette fenêtre dans le temps de la dernière révolte des janissaires. Elle en fut témoin jusques à la fin. À quelque heure qu'elle y fût, elle était certaine d'y trouver une occupation agréable. L'ennui, qu'elle avait ressenti les premiers jours en attendant la bête, était entièrement dissipé. Ses yeux s'étaient accoutumés à la voir laide. Elle était faite à ces sottes questions, et si la conversation eût été plus longue, peut-être l'aurait-elle vue avec plus de plaisir. Mais 4 ou 5 phrases toujours les mêmes, dites grossièrement, qui ne fournissaient que des oui et des non, n'étaient pas de son goût. Comme tout semblait s'empresser à prévenir les désirs de la belle, elle prenait plus de soin de s'ajuster, quoiqu'elle fût certaine que personne ne la dût voir. Mais elle se devait cette complaisance à elle-même, et c'était pour elle un plaisir de se revêtir des divers ajustements de toutes les nations de la terre, d'autant plus aisément que sa garde-robe lui fournissait tout ce qu'elle pouvait désirer et lui présentait tous les jours quelque chose de nouveau. Sous ces diverses parures, son miroir l'avertissait qu'elle était au goût de toutes les nations, et ces animaux, chacun selon leur talent, le lui répétaient sans cesse, les singes par leurs gestes, les perroquets par leurs discours, et les oiseaux par leurs chants. Une vie si délicieuse devait combler ses vœux. Mais on se lasse de tout. Le plus grand bonheur devient fade quand il est continuel, qu'il roule toujours sur la même chose et qu'on se trouve exempt de crainte et d'espérance. La belle en fit l'épreuve. Le souvenir de sa famille vint la troubler au milieu de sa prospérité. Son bonheur ne pouvait être parfait tant qu'elle n'aurait pas la douceur d'en instruire ses parents. Comme elle était devenue plus familière avec la bête, soit par l'habitude de la voir, soit par la douceur qu'elle trouvait dans son caractère, elle crut pouvoir lui demander une chose. Elle ne prit cette liberté qu'après avoir obtenu d'elle qu'elle ne se mettrait point en colère. La question qu'elle lui fit fut s'ils étaient tous deux seuls dans ce château. Oui, je vous le proteste, répondit le monstre avec une sorte de vivacité. Et je vous assure que vous et moi, les singes et les autres bêtes, sont les seuls êtres respirants qui soient en ce lieu. La bête n'en dit pas davantage et sortit plus brusquement qu'à l'ordinaire. La belle n'avait fait cette demande que pour essayer à s'instruire si son amant n'était point dans ce palais.
elle eût souhaité de le voir et de l'entretenir. C'était un bonheur qu'elle eût acheté du prix de sa liberté et même de tous les agréments qui l'environnaient. Ce charmant jeune homme, n'existant plus que dans son imagination, elle regardait ce palais comme une prison qui deviendrait son tombeau. Ces tristes idées vinrent encore l'accabler la nuit. Elle crut être au bord d'un grand canal. Elle s'affligeait quand son cher inconnu, tout alarmé de son état triste, lui dit en pressant tendrement ses mains dans les siennes: qu'avez-vous, ma chère belle, qui puisse vous déplaire et qui soit capable d'altérer votre tranquillité? Au nom de l'amour que j'ai pour vous, daignez vous expliquer. Rien ne vous sera refusé. Vous êtes ici l'unique souveraine, tout est soumis à vos ordres. D'où vient l'ennui qui vous accable? Serait-ce la vue de la bête qui vous chagrine? Il faut vous en délivrer. À ces mots, la belle crut voir l'inconnu tirer un poignard et se mettre en état d'égorger le monstre qui ne faisait aucun effort pour se défendre, qui même s'offrait à ses coups avec une soumission et une docilité qui fit appréhender à la belle dormeuse que l'inconnu n'exécutât son dessein avant qu'elle y pût mettre obstacle, quoiqu'elle se fût levée pour courir à son secours aussitôt qu'elle avait connu son intention. Pour avancer les effets de sa protection, elle s'écriait de toute sa force: arrête, barbare, n'offense pas mon bienfaiteur ou me donne la mort. Le jeune homme, qui s'obstinait à frapper la bête malgré les cris de la belle, lui dit en courroux: vous ne m'aimez donc plus puisque vous prenez le parti de ce monstre qui s'oppose à mon bonheur? Vous êtes un ingrat, reprit-elle en le retenant toujours. Je vous aime plus que la vie, et je la perdrais plutôt que de cesser de vous aimer. Vous me tenez lieu de tout, et je ne vous fais pas l'injustice de vous mettre en parallèle avec aucun de tous les biens du monde. Sans peine j'y renoncerais pour vous suivre dans les déserts les plus sauvages. Mais ces tendres sentiments ne peuvent rien sur ma reconnaissance. Je dois tout à la bête. Elle prévient mes désirs. C'est elle qui m'a procuré le bien de vous connaître, et je me soumets à la mort plutôt que d'endurer que vous lui fassiez le moindre outrage. Après de pareils combats, les objets disparurent, et la belle crut voir la dame qu'elle avait déjà vue quelques nuits avant, et qui lui disait: courage, la belle, sois le modèle des femmes généreuses. Fais-toi connaître aussi sage que charmante. Ne balance point à sacrifier ton inclination à ton devoir. Tu prends le vrai chemin du bonheur. Tu seras heureuse pourvu que tu ne t'en rapportes pas à des apparences trompeuses. Fin de la 5e partie. Lue par Ezoa, en Belgique, en février 2010.